Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du FC3R. Donc aujourd'hui sur la thématique évaluation de la gravité des procédures, enjeux et méthodologie. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants, Roland Cache et Philippe Bugnon, qui vont nous rappeler la nécessité d'anticiper les effets secondaires ou les atteintes potentielles liées aux procédures expérimentales, l'importance de correctement les évaluer et proposeront des méthodes simples, efficaces et standardisées pour détecter ces signes et intervenir de manière appropriée. Donc notre premier intervenant, Roland Cache, est médecin, consultant en santé publique et économie de santé et vice-président de l'association Transcient. Il est là aujourd'hui comme représentant du comité d'orientation et de réflexion du FC3R, dont il fait partie en tant que représentant d'un collectif d'associations et au sein duquel il coordonne le groupe de travail Sévérité, qui est composé également d'Élodie Bouchou, de Valérie Chancigot, de Marc Denain et de Pierre Mormed. Et donc, il va nous présenter aujourd'hui le résultat des réflexions et des travaux de ce groupe de travail sur la question des utilisations sévères des animaux, en particulier en France. Et ensuite, nous aurons une présentation de Philippe Bugnon, donc, qui est vétérinaire spécialisé en sciences des animaux de laboratoire, diplômé SVLAS. Après un doctorat sur la rage et un post-doctorat dans le domaine de la cicatrisation cutanée, il a été responsable d'animalerie et directeur de recherche à l'Institute of Cell Biology du Swiss Federal Institute of Technology de Zurich. Il occupe actuellement le poste de responsable de la formation initiale et continue en sciences des animaux de laboratoire à l'Université de Zurich, au sein de l'Institut des sciences des animaux de laboratoire. Dr Bugnon est également membre du comité de la Swiss Laboratory Animal Science, délégué suisse expert pour le comité Education and Training auprès de la FELASA, membre du comité exécutif du Centre 3R suisse, et il préside un groupe de travail d'ETPLAS chargé de développer un cadre européen pour la formation continue en sciences des animaux de laboratoire. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et Roland, si tu es prêt, je te laisse du coup la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour. Merci à tous les organisateurs et organisatrices de ce webinaire. Je vais donc, comme convenu, présenter les travaux du groupe sur la sévérité. L'objectif du groupe est constitué dans le cadre du Conseil d'orientation et de réflexion du FC3R, c'est d'étudier les utilisations de degrés de gravité sévère, leurs modalités d'évaluation et de recueil, et comprendre le positionnement de la France dans l'Union européenne pour identifier des pistes d'amélioration. Donc, la composition du groupe a été rappelée par Doris Lou. On a tenu 13 réunions depuis septembre 2023 et on a eu beaucoup d'entretiens avec des experts, à commencer par les représentants de la cellule AFIS au ministère de la Recherche, des personnes de l'Allemagne et des Pays-Bas qui ont pu nous renseigner sur les procédures dans ces pays, des industriels en particulier sur la question des anticorps et des anticorps monoclonaux, et puis le réseau national des SBEA et le réseau national des comités d'éthique. Alors pourquoi, d'abord, c'est important d'étudier la question de la gravité des procédures? Alors ça paraît évident, mais donc c'est bien ça qui est en jeu dans le cœur de la problématique. La France, il se trouve, est le pays européen utilisant le plus d'animaux en classe sévère. Je vais présenter rapidement quelques données dans les diapos suivantes, avec un taux de gravité réel sévère 3 fois plus élevé qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. C'est important également dans le cadre évidemment de l'application du principe des 3R et d'identifier toutes les opportunités de raffinement et de diminution de la gravité des procédures. C'est important aussi pour identifier s'il y a des facteurs intrinsèques à la recherche française qui peuvent expliquer les différences et sur lesquels on pourrait agir, et de voir en se comparant aux pays voisins comment s'inspirer d'exemples plus vertueux, enfin mieux placés sur le plan du taux de gravité des procédures. Alors, rappelez les chiffres. Voilà la situation de la France entre 2015 et 2024. On a en jaune l'évolution en taux des procédures légères, en orange des procédures modérées, et en rouge des procédures sévères, celles sur lesquelles on s'est particulièrement penché.
Alors, ce taux, alors, grâce à la communication en avant-première des données 2024 sur ce sujet par la cellule AFIS au ministère de la Recherche, les chiffres de 2024 peuvent être présentés ici. Et je les remercie. Le taux de procédures sévères, comme vous voyez, a évolué régulièrement à la baisse depuis 2018. Alors 2018, pour des raisons qui ont été peu étudiées, mais enfin maintenant c'est passé, on a connu un pic à 20% de taux de sévérité. Alors quand on regarde, c'est un peu lié à la question de la production d'anticorps en fait. Et puis ça a continué à commencer à baisser en 2019 et puis ça baisse régulièrement pour arriver en 2024 à 11,2%, sachant que là sont enlevés les animaux utilisés dans les créations et maintenances des lignées génétiquement modifiées pour avoir une série homogène dans le temps, puisque comme vous le savez, en 2022, il y a eu un changement de modalité de recueil des données d'utilisation d'animaux qui ont introduit les génotypages invasifs pour la maintenance des lignées, et ça avait un peu perturbé la série temporelle. Et donc là, ces calculs sont faits hors ces animaux-là. Donc on peut à peu près comparer dans le temps les choses. Alors en taux, c'est bien. En nombre d'animaux, c'est mieux de voir que ça a vraiment baissé, puisque alors après le pic en 2018, où on était à plus de 350 000 animaux en sévère, on était à 258 000 en 2019, mais ça a baissé, on arrive à 154 000 en 2024. Alors par rapport aux autres pays, alors là j'ai fait figurer les principaux pays comparables à peu près en termes d'efforts de recherche, de population. En nombre d'animaux, la France est très au-dessus de tous les autres, même si, alors là, il n'y a pas 2024 parce que je n'ai pas les données 2024 des autres pays, donc ça s'arrête en 2023. En nombre d'animaux, là, la France en 2023 était autour de 180 000 et suivent l'Italie avec 110 000 et puis les autres pays, Espagne, Royaume-Uni et Allemagne. Alors, Royaume-Uni et Allemagne sont assez proches l'un de l'autre et on était à 50 000 animaux en stade sévère en 2023, donc très, très inférieur. En taux, quand on raisonne en taux, c'est intéressant de voir que ce n'est plus la France en fait qui est en premier, c'est l'Italie, qui pour des raisons qu'on n'a pas encore pu investiguer parce qu'on n'a pas trouvé d'interlocuteur en Italie, mais mais l'Italie est régulièrement au-dessus de 25% de taux de sévérité. Alors, en nombre d'animaux, elle reste inférieure à la France parce qu'elle utilise beaucoup moins d'animaux en fait qu'en France, mais c'est intéressant de voir ça. En taux, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont autour de 3%, et je ne l'ai pas fait figurer parce que c'était trop proche de la barre des zéros, mais c'est les Pays-Bas en Europe qui ont le taux de sévérité le plus bas avec 1%, ce qui représente 4 000 animaux en classe sévère dans ce pays. Alors, les Pays-Bas sont classiquement sur les questions des 3R et de la programmation de la transition vers une recherche sans animaux, en tout cas une réduction de l'utilisation d'animaux, sont un peu en avance sur les autres pays européens dans la réflexion et dans l'action. Donc, ce n'est pas étonnant de voir que sur ce critère, ils sont si bas. Alors, comment expliquer le positionnement français? Alors, en fait, on est abouti à la conclusion que c'était multifactoriel, en fait. Il y a plusieurs raisons. Alors, en premier lieu, il faut distinguer les différents domaines d'utilisation d'animaux en gros en trois catégories: la recherche, les utilisations réglementaires et les productions de routine. Pour les trois domaines, les choses se présentent de manière très différente. Je vais revenir sur chacun après. La première cause d'utilisation d'animaux en stade sévère, c'est justement la production de routine, et c'est l'utilisation de la méthode de l'acide pour la production d'anticorps monoclonaux. C'est un sujet un peu sensible et polémique, puisque même la Commission européenne remarque maintenant dans ses rapports de- 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 sur l'implémentation de la directive et sur ses rapports statistiques, rapporte que la France est le dernier pays, le seul, à utiliser cette méthode enfin, massivement par rapport à zéro, évidemment. 34 000, ça paraît massif, mais enfin, ils le disent assez clairement qu'il faudrait que ça cesse, ou disons qu'on envisage une réduction. Alors, en fait, la réduction a commencé, mais enfin, on avait encore 34 000 utilisations en classe sévère en 2023.
En 2024, d'après les chiffres récemment reçus, on avait baissé, on est à 24 000. Alors le problème, la raison, c'est que c'est des utilisations à des fins industrielles. Enfin, c'est l'utilisation la plus fréquente, c'est l'utilisation d'anticorps pour des kits de diagnostic médical. Alors par exemple, les dédimères dans le diagnostic de la thrombose, donc c'est un diagnostic biologique important pour la médecine cardiovasculaire. Les industriels qu'on a interrogés ont entamé la transition vers des anticorps produits de manière différente, c'est-à-dire sans animaux. Mais ça va mettre 1 ou encore 2, 3 ans certainement pour voir disparaître ces utilisations. Et du coup, c'est le premier facteur qui explique la position de la France sur le taux d'utilisation en classe sévère. Par ailleurs, la France, en recherche pour le coup maintenant, travaille dans des domaines système immunitaire, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, contrôle des lots, où le taux de gravité réelle sévère est important. Donc il y a un aspect structure en fait de l'utilisation d'animaux. Alors une autre catégorie de raisons, et sur laquelle repose en particulier la suite du webinaire, c'est les problèmes éventuels de recueil. Soit par un défaut de formation ou une mauvaise compréhension des définitions, des concepts, des critères d'évaluation, ou un problème pratique de saisie lié au système d'information en fait, des laboratoires et des systèmes de recueil. L'idée, normalement, le principe, c'est d'adopter un suivi au fil de l'eau, animal par animal, pour recueillir le degré de gravité réel. Et ne pas systématiquement reprendre le degré de gravité qui avait été évalué prospectivement au moment de la demande d'autorisation de projet. Et puis, par exemple, pour les poissons, enfin, les poissons sont des espèces qui ont un fort taux de classe sévère, et il est manifeste que c'est un peu plus difficile sans doute d'évaluer la gravité des atteintes chez les poissons dans les bassins. Alors ces problèmes peuvent jouer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois une survalorisation du stade sévère ou une sous-valorisation, ça dépend des techniques, ça dépend des espèces, mais le fait est qu'un problème de recueil existe probablement, et la comparaison avec les autres pays laisse penser qu'effectivement en France, on n'est pas encore tout à fait au point. Il est possible aussi que les méthodes de raffinement soient insuffisamment communiquées et partagées, que les points limites ne sont pas appliqués de manière équivalente à ce qu'on a observé, enfin ce que nos collègues allemands et hollandais nous ont dit, où les points limites sont utilisés pour justement éviter d'arriver en stade sévère, avec un système de supervision strict. Donc c'est des questions à évoquer, et je pense que la deuxième présentation va insister sur ce point. Et il y a l'hypothèse d'une moindre sensibilité aux questions de souffrance animale en France, hypothèse discutée qui pourrait être testée par des enquêtes qualitatives, par des sociologues. Je vais y revenir dans les recommandations. Alors, sur ces bases, quelques recommandations ont été faites. La première, c'est de renforcer et généraliser les formations sur le recueil des données, l'évaluation de la gravité, l'application des points limites auprès de l'ensemble des acteurs du système. Donc, ça veut dire de renforcer, revoir les programmes des formations pour tous les publics, utiliser tous les vecteurs, des webinaires, des MOOC, des fiches, etc. Alors, la cellule AFIS au ministère de la Recherche, début 2024, avait lancé un webinaire qui avait eu beaucoup de succès sur cette question précise du recueil du degré de gravité, qui sera reproduit certainement régulièrement. Et de même le FC3R, évidemment. La deuxième recommandation, c'est de rendre public les appréciations rétrospectives, qui sont, comme vous le savez, obligatoires en cas d'utilisation sévère, pour en disposer et alimenter un système d'amélioration continue de la qualité, comme c'est l'esprit des appréciations rétrospectives, pour pouvoir comparer en fait, ce qui a été fait pendant la procédure en termes de suivi et de raffinement et de degré de gravité par rapport à ce qui était prévu dans le projet initial,
et comment on aurait pu améliorer, si le cas échéant, les choses. C'est évidemment pas pour stigmatiser telle ou telle équipe. C'est un peu comme dans les hôpitaux où on recueille les taux d'infection nosocomiale, par exemple. C'est pas pour stigmatiser les équipes, c'est simplement pour s'améliorer. Et ce serait un outil pour une amélioration de la qualité. La troisième grosse proposition, j'ai déjà insisté dessus, c'est poursuivre les efforts pour arrêter les productions d'anticorps par la méthode de la CIT. Donc là, le ministère de la Recherche et les industriels concernés sont en discussion, enfin en contact régulier pour passer aux anticorps recombinants dès que possible. Alors, sachant qu'il y a des problèmes techniques et réglementaires sur cette question, mais à l'horizon, on peut imaginer 2027, ça paraît accessible. La proposition suivante, c'est de rédiger, alors ça a été fait, donc c'est la fiche que je montre ici, que vous connaissez peut-être déjà, une fiche qui est disponible, qui a été euh, élaborée par le groupe de travail et mise en belle forme par le FC3R, et que vous voyez à l'écran, et qui reprend les principaux principes du recueil de la gravité réelle, qui doit s'en occuper, comment on fait, et quels sont les référentiels qu'on peut consulter. Ça, c'était la première réalisation du groupe de travail. Une recommandation suivante, c'est d'élaborer les fonctionnalités d'un système d'information qui permette un vrai recueil animal par animal de la gravité réelle pour harmoniser le recueil. Alors ça, c'est un chantier compliqué à mener avec les experts des systèmes d'information. La recommandation suivante, c'est d'approfondir les comparaisons avec les autres pays, en particulier avec l'Italie, mais aussi voir avec sans doute le Royaume-Uni pour voir comment on peut s'inspirer de méthodes vertueuses. Pour ces questions de différence d'approche en matière de sensibilité face à la souffrance animale ou vis-à-vis de l'application de procédures réglementaires, il a été proposé par une équipe de sociologues de réaliser une enquête qualitative comparative France-Allemagne sur ces questions. Et puis, une autre réalisation du FC3R, c'est de mettre en ligne, de choisir et de diffuser des référentiels pour la gestion de la douleur. Donc ça, c'est la page qui s'appelle BAFIS sur le site du FC3R, dont je donne là les coordonnées. Là, il n'y a pas que les référentiels sur la douleur et la gravité, il y a l'ensemble des référentiels qui concernent l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Et puis enfin, deux recommandations à caractère organisationnel. C'est en discutant avec nos collègues allemands et néerlandais, on a vu l'importance qu'ont pris dans ces pays les responsables de bien-être animal, les structures de bien-être animal, dont l'équivalent un peu sur le papier, en tout cas l'équivalent des SBEA en France. Simplement, alors en France, elles existent, les SBEA sont très importantes, mais en Allemagne et aux Pays-Bas, il semblerait que ces responsables et ces structures aient plus de responsabilités. Ils sont plus indépendants, en tout cas, des équipes de recherche, et ont la responsabilité de superviser du début à la fin l'application des 3R lors des projets. Donc, alors, on a même posé la question à notre interlocutrice hollandaise si la structure en question pouvait arrêter un projet en cours de route si les animaux souffraient trop, et elle nous a dit oui, c'est arrivé une fois. Alors, bon. Le but étant pas d'arrêter le projet, mais d'éviter que les animaux souffrent. Donc là-dessus, on pourrait imaginer de réfléchir à l'évolution des responsabilités de la composition des SBEA et de clarifier, en tout cas sur le plan réglementaire, les responsabilités respectives du responsable du bien-être animal, du vétérinaire désigné, de la structure de bien-être animal, pour que ce soit un peu plus clair, parce qu'effectivement, on a relu les textes, c'est pareil au niveau d'ailleurs de la directive européenne, c'est pas très clair. Voilà, et dernière proposition,
c'est de réfléchir à une évaluation plus complète des demandes d'autorisation de projet dès lors que des utilisations de degrés de gravité sévère sont prévues. Pour mieux intégrer le volet pertinence et justification scientifique dans le cadre de l'analyse avantage-dommage. Alors, il y a plusieurs possibilités pour dire que cette évaluation devrait être complète. C'est soit un appel systématique à des experts complémentaires du domaine, par exemple, soit faire appel à un comité d'éthique nationale ad hoc qui serait reconstitué pour cela et qui aurait la responsabilité d'examiner les dossiers les plus sensibles, les plus compliqués, ou alors de renforcer l'analyse éthique de l'utilisation des animaux en amont, au moment de l'évaluation scientifique du projet par les comités scientifiques. Donc voilà, c'est des pistes en fait de réflexion pour l'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais vous donner une des possibilités pour évaluation des animaux. C'est ce qu'on appelle en anglais le score sheet. Je pense qu'en français, on dit une feuille d'évaluation. Et en fait, c'est un résumé de 30 minutes d'un cours d'une journée que je donne maintenant depuis à peu près 10 ans, qui est basé sur le score sheet, enfin, qui détaille le score sheet. Ça nous a été demandé par les autorités suisses il y a un peu plus de 10 ans, parce que les score sheets qui étaient utilisés par les chercheurs étaient de très très mauvaise qualité. Alors, on a mis plus ou moins une année pour développer une méthode qui est applicable à toute situation, en expérience à toute espèce animale. Ça a été développé avec les autorités, avec les délégués à la protection des animaux, avec des chercheurs. Et depuis 10 ans, on organise ce cours. On a formé un peu plus de 2000 scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va en rajouter aujourd'hui quelques-uns. Alors, je vais repartir d'une base, c'est qu'on a une responsabilité sociétale quand on utilise les animaux. La société nous donne l'autorisation d'utiliser les animaux pour des expériences et comme l'a rappelé Roland, il y a, à part peut-être pour des expériences de comportement, il y a un degré de sévérité, c'est-à-dire que ces animaux subissent une contrainte qui peut être de la douleur, qui peut être du stress. Et notre travail en tant que scientifique, notre travail, on va dire, basé sur la morale et l'éthique, c'est de réduire au minimum cette contrainte et cette douleur qui est infligée aux animaux dans le cadre de nos expériences. Le problème, c'est qu'on doit être capable de détecter ce problème. Ça peut être, comme on l'a dit, la douleur ou le stress, d'intervenir. Donc, on a des actions qu'on peut appliquer. Typiquement, si c'est la douleur, on donne un antalgique. C'est ce qu'on fait aussi à l'école vétérinaire pour des animaux de compagnie, ce qu'on va faire aussi à l'hôpital pour vous. Et le but est de réduire cette contrainte. Maintenant, ça, c'est un exemple de score sheet. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver quelque chose comme ça. Donc, c'est une feuille d'évaluation dans laquelle vous avez défini quelques paramètres. Pour chaque paramètre, vous avez un différent degré de contrainte qui part de 0 si tout va bien et qui va jusqu'à un chiffre qui est donné ici, c'est 3. Et au fond de ce score sheet, vous avez les interventions à faire selon la somme que vous allez avoir pour chaque observation. Je vais revenir sur ce score sheet-là, qui est un score sheet qui a été publié il y a quelques années déjà, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut dire sur ce score sheet ou les score sheets qui sont publiés. Alors, un score sheet, en fait, c'est une checklist. C'est une checklist qui vous permet, de détecter toute variation qui peut impacter le bien-être de l'animal, comme on l'a dit, douleur, stress, etc. Déterminer par avance les interventions. Si je dois injecter un antalgique, quel dosage, combien de fois, quelle voie d'injection. Et puis aussi de déterminer les critères d'interruption, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que je peux justifier l'utilisation des animaux quand la contrainte ne dépasse pas un certain niveau pour lequel je ne pourrais plus justifier. C'est pour ça qu'on a justement ces critères d'interruption, ce qu'on appelle en anglais les human endpoints. Mais le score sheet, c'est plus que ça. Et c'est là où vous allez réaliser que, en fait, mettre en place un score sheet va vous simplifier la vie, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être impactant dans le bon sens du terme pour un groupe de recherche. C'est s'assurer que toutes les personnes fassent les mêmes observations de la même manière. Si vous demandez à 10 personnes d'observer un animal en expérience et d'essayer de déterminer quelle est la contrainte, chacun va utiliser son background, son expérience, et tout le monde va le faire d'une façon différente. Certains vont le faire bien, d'autres vont le faire moins bien, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes outils pour le faire. Le score sheet vous donne tout préparé à l'avance pour faire justement ces choses de la même manière.
c'est aussi de décider du degré de sévérité. Et là, je reviens à ce qui a été discuté dans la présentation juste avant. Ça vous permet de vraiment, pour chaque animal, de décider du degré de sévérité. Roland a dit que, et c'est aussi le cas en Suisse, beaucoup de chercheurs utilisent le degré de sévérité qu'ils ont donné dans leur expérience, dans leur demande de licence, et ils proposent exactement le même pour les animaux qui ont été en expérience. En fait, ça peut être juste, mais ça peut être aussi faux. Il est tout à fait possible que certains animaux, ou peut-être une grande partie des animaux, aient un degré de sévérité qui est plus bas. Le degré de sévérité prospectif, c'est une estimation que vous faites basée sur ce que vous savez de votre expérience avant de la faire. Êtes-vous sûr que ça va être exactement la même chose après? Si c'est plus bas, il faut absolument le donner parce qu'en tout cas en Suisse, on l'utilise pour les statistiques que le public va pouvoir, avoir accès. Aussi les gens de la protection des animaux, et souvent c'est très critique à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est d'anticiper tous les problèmes potentiels avant qu'ils arrivent. Si vous trouvez face à une cage d'une souris ou face à une chèvre ou un autre animal dans l'expérience et que vous voyez qu'il y a un problème, vous n'avez plus le temps de décider qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider cet animal. Si vous êtes vétérinaire, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas vétérinaire, ça va être très difficile. Donc un score sheet vous permet d'anticiper les problèmes et surtout de décider à l'avance qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là que ça va vraiment faciliter votre travail. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. La première, si je demande à mes étudiants dans ce cours, la plupart disent je vais prendre PubMed ou je vais prendre Google et puis je vais chercher. Vous allez trouver quelque chose. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose qui est relativement similaire. Mais il y a énormément de publications là-dessus. Le problème, c'est que les publications ne donnent pratiquement aucun des paramètres qui sont nécessaires justement pour l'établissement d'un score sheet. Par exemple, la durée de votre expérience. Si vous avez une expérience, on va dire, cicatrisation de la peau, sur 5 jours ou 10 jours, les paramètres ne vont pas être les mêmes. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir les mêmes paramètres après 5 jours ou après 10 jours d'expérience. Et ces publications ne donnent absolument aucune information sur la durée, le sexe, les conditions, l'âge, la procédure utilisée. C'est juste un thème, cicatrisation de la peau, mais rien d'autre. Ce qui fait que ce score sheet qui est publié ne peut pas être adapté à votre situation, en tout cas pas complètement adapté. Je vous avoue, si vous me dites c'est plus facile, oui, ça vous prend 10 secondes, vous le copiez, c'est fait. Mais maintenant, pendant plusieurs années, vous allez travailler avec un score sheet qui n'est pas adapté. Vous allez avoir des problèmes pour évaluer votre animal, vous allez perdre du temps. Et en fait, vous faites un travail qui vous coûte de l'argent parce que c'est votre temps, qui va vous coûter des animaux sans être capable de faire le travail proprement. J'ai essayé aussi l'intelligence artificielle. Alors, en tout cas, maintenant, ce n'est pas du tout une bonne idée parce que chaque fois que j'ai demandé à ChatGPT en donnant toutes les informations, il n'a pas été capable de me sortir un score sheet qui était valable parce qu'il récupère les fautes qui ont été faites dans beaucoup de score sheets publiés et il les réutilise parce qu'il n'est pas capable de distinguer un bon score sheet d'un mauvais score sheet. Alors peut-être dans 5-10 ans, ça sera bon, mais pour le moment, ce n'est vraiment pas la bonne solution. Maintenant, vu que je vous ai dit que ce n'était pas une bonne idée d'aller chercher sur Internet ou d'utiliser ChatGPT pour faire ce genre de choses, comment est-ce qu'on prépare un score sheet? Un score sheet doit être simple, mais efficace. Et c'est là qu'on a le challenge. Un score sheet de 20 paramètres, c'est pratiquement pas possible. Imaginez que vous avez 20 paramètres, 1 minute par paramètre, ça fait 20 minutes, vous avez 20 souris, vous êtes à 400 minutes, sans pause. Plusieurs heures pour évaluer un groupe d'animaux. Ça doit être très court, 5-6 paramètres maximum, même moins, vraiment très efficace. Et c'est là vraiment où vous allez gagner du temps. La première chose à faire, c'est de faire la liste des problèmes. Ne commencez jamais à essayer de trouver les paramètres que vous avez utilisés. Faites une liste de problèmes. Qu'est-ce que vous attendez à avoir dans votre expérience? Problème de prise de nourriture, problème de diarrhée, de douleur après une chirurgie, une réduction de la mobilité, etc. etc. Ça, c'est seulement la liste des problèmes, ce que vous attendez à avoir basé sur l'expérience que vous allez faire. Le deuxième, c'est le choix des paramètres. Maintenant, vous allez en fait traduire cette liste de problèmes en paramètres. Et c'est là que vous intervenez. Vous êtes le spécialiste dans votre domaine. Vous connaissez vos animaux, vous connaissez votre expérience, vous savez quel matériel vous avez à disposition, quelles sont vos possibilités. Et pour tous ces points que j'ai donnés en problème, il y a plusieurs façons de l'estimer. Pour la douleur, il y a des centaines de possibilités pour essayer de déterminer la douleur chez un animal. Laquelle est la plus adaptée à votre situation? Et ça, c'est très important que vous décidiez quel paramètre vous allez utiliser parce que c'est vous qui êtes capable de travailler avec ce paramètre-là. Aussi voir que le paramètre soit mesurable, soit faisable. J'ai vu dans plusieurs score sheets publiés, échantillon d'urine d'une souris.
Alors, si vous me demandez pour un chat, je suis vétérinaire, vous me donnez une seringue et une aiguille, je peux essayer d'en trouver dans la vessie. Pour une souris, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Donc, comment vous allez faire une prise d'échantillon d'urine à la fréquence que vous avez donnée pour vos opérations, être sûr que vous allez avoir cette urine. Ce n'est pas toujours possible, c'est extrêmement difficile chez les petits animaux. Certains mettent aussi le rythme cardiaque. Pour vous, vous pouvez le mesurer pour un chat, un chien, vous pouvez le mesurer pour un cheval, vous pouvez le mesurer pour une souris, à part avoir un électrocardiogramme ou d'autres méthodes comme la télémétrie. Ce n'est pas faisable dans un travail de routine dans un laboratoire. C'est même si vous pourriez l'écouter, vous ne pouvez pas le compter. Essayez de compter plus que 500 fois par minute, vous n'y arrivez pas. Donc, on peut le mettre dans un score sheet, mais on n'arrivera pas à le faire. C'est peut-être un paramètre qui est intéressant d'avoir, mais ce n'est pas un paramètre que vous allez pouvoir utiliser. Un des gros problèmes qu'on a vu, j'ai fait avec deux de mes collègues une review sur les publications qu'il y a avec des score sheets en 2018. La terminologie est souvent imprécise. Vous avez des termes comme renforcer la surveillance ou un écart modéré ou mineur ou augmenter la fréquence. Pour moi, ça, c'est pas précis du tout. Si je reçois un score sheet où il est marqué augmenter la fréquence, ça veut dire quoi? Est-ce que je viens dans 20 minutes, dans 1 heure? Est-ce que je viens dans 10 minutes? Personne ne me le dit. Si vous voulez augmenter la fréquence, donnez un chiffre. Donnez par exemple un nombre. Donnez par exemple revenez dans 1 heure. Là, c'est précis. Tout le monde va faire la même chose. Si vous avez une zone grise, comme avec ces termes ici, chaque personne va interpréter et chaque personne va faire quelque chose de différent. C'est une chose à complètement éviter. La terminologie dans un score sheet doit être extrêmement précise pour que chacun comprenne tout de suite de quoi il s'agit. La chronologie est aussi importante. La première chose qu'on fait en général, ça c'est vrai pour pratiquement toutes les espèces animales, si un animal détecte votre présence, il va se comporter différemment. Donc une observation visuelle sans stimulus. L'animal ne doit pas voir que vous êtes là. Ensuite, toute mesure qui peut être influencée par le stress. On les met en haut de la liste parce que si on met d'autres paramètres avant, on va stresser l'animal et ces mesures vont être automatiquement conditionnées par tout ce qui s'est passé avant. Et le dernier, c'est toute mesure qui ne peut pas être influencée par le stress. Maintenant, je reviens à ce score sheet dont j'ai parlé. Ici, ce qu'ils ont proposé de faire, c'est d'abord évaluer l'apparence de l'animal. Donc ça, c'est une option visuelle sans stimulus. Ensuite, mesurer le poids corporel. Donc ça, c'est pour les souris. Donc ils vont placer les souris sur une balance. Ensuite, ils veulent mesurer le rythme cardiaque, respiratoire et la température. Alors, si vous stressez l'animal en le déplaçant sur une balance, son rythme cardiaque et son rythme respiratoire vont augmenter automatiquement et immédiatement, surtout chez les souris ou les rats, qui sont des animaux qui sont très sensibles au stress. Donc, vous allez avoir un rythme cardiaque élevé qui est dû soit au stress que vous avez eu juste avant en mesurant le poids corporel, ou alors peut-être dû aussi à l'expérience, mais ça, vous ne pouvez pas faire la différence. Ensuite, ils vont faire le comportement naturel. Ça, c'est déjà impossible parce que déjà avant, vous avez eu 2 manipulations qui vont faire que l'animal va avoir besoin de plusieurs heures pour montrer de nouveau un comportement naturel. Et après, un comportement après stimulus. Ça, c'est possible. Mais ça doit le faire avant parce qu'autrement, vous allez avoir automatiquement une interférence. Donc, ce score sheet a été publié. Je suis sûr qu'il a été copié des centaines, voire des milliers de fois. Il est utilisé dans les laboratoires. Et j'aimerais bien voir comment les scientifiques l'utilisant mesurent le rythme cardiaque. Déjà, c'est très difficile, voire impossible. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme chiffre, comme nombre, après avoir mesuré le poids corporel? Il est mal fait rien que pour ça. Il y a d'autres problèmes, mais pour ça, déjà, la chronologie n'est pas bonne. Ensuite, la fréquence des observations. Probablement, vos autorités vous demandent d'adapter la fréquence à la situation. Si vous faites par exemple une chirurgie, vous allez augmenter la fréquence juste après la chirurgie parce que c'est là que vous attendez d'avoir le plus de problèmes. Et quand l'animal se remet de la chirurgie, plus tard, après quelques jours, vous pouvez diminuer la fréquence. Il ne sert à rien d'aller contrôler l'animal toutes les 30 minutes, 6 jours après la chirurgie, quand vous savez que tout va bien. Alors, comment décider de cette fréquence? En fait, c'est extrêmement simple. C'est le score sheet qui va vous donner cette information. Comme vous voyez sur la gauche, vous décidez à chaque observation quel est le niveau de contrainte que j'ai avec ces nombres. Vous additionnez ces nombres et ça vous donne, si on veut, la contrainte totale. Si ce nombre augmente, vous augmentez la fréquence. Ça veut dire que quelque chose ne va pas bien chez l'animal. Si ce chiffre diminue, ça veut dire que ça va mieux, vous diminuez la fréquence pour ne pas stresser l'animal par des observations quand vous n'avez pas besoin. Donc en fait, c'est l'animal
via le score sheet qui vous dit s'il a besoin de plus d'observations, donc plus de chances de déterminer à temps s'il y a un problème, ou s'il en a moins besoin. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait à l'hôpital, à l'école vétérinaire. Quand on voit que ça va mieux, on ne va pas déranger les gens ou les animaux pour rien. Si on voit que ça va mal, on va venir plus souvent. Et le score sheet vous donne cette information. Dans les scores, alors le score sheet classique, je pense qu'on a 90% des score sheets qui sont basés là-dessus. C'est une numérotation qui est régulière, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ça? Parce que nous sommes des humains et les humains aiment bien tout ce qui est régulier. Le mieux, ça serait d'avoir pour chaque contrainte, d'évaluer la quantification de la contrainte et de lui donner un nombre qui correspond à cette quantification. Pour moi, mathématiquement, ça paraît très peu probable que les score sheets qu'on a aient une numérotation qui est 0, 1, 2, 3. À mon avis, là, c'est juste parce que nous, on aime bien ce qui est régulier, mais je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est mieux d'avoir vraiment pour chaque niveau de contrainte, vous lui donnez un nombre qui vraiment correspond à la quantification de la contrainte. Est-ce que c'est très élevé? Vous pouvez très bien avoir 0, là j'ai proposé 0, 2, 5, 7, vous pouvez avoir 0, 2, 2 et 7 par exemple. Vous pouvez avoir 2 avec la même contrainte. Et vous avez aussi certains score sheets dont certains points sont en 8 noms et pas un 0, 1. 0, 1, vous quantifiez. 8 noms, c'est par exemple, si vous faites une opération, vous avez une suture et la suture s'ouvre. Vous n'avez pas commencé à quantifier l'ouverture de la suture, vous allez fermer la suture quand elle est ouverte. Donc là, vous avez un oui, vous fermez la suture. Il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. On ne quantifie pas dans ce cas-là. La somme des scores, et je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que si vous copiez des score sheets, vous allez avoir un problème. Comme je vous ai montré ici, au fond de ce score sheet, vous avez justement les nombres qui vont vous donner quoi faire comme intervention. Donc, vous additionnez tous les scores que vous avez à un certain point. Et ensuite, il faut regarder quelle intervention vous devez faire. Ça marche si vous observez avec ces différents paramètres un problème unique. Dès le moment où vous allez mesurer 2 problèmes, vous ne pouvez pas utiliser une sorte de mélange de toutes les solutions en fond de page. Je vous donne un exemple. Ça, c'est juste pour montrer un peu ce qui est écrit en bas parce que c'est un petit peu petit. Une situation virtuelle. Vous avez un modèle de colite et vous avez, je vous donne vraiment très simple, hein. Vous avez soit une diarrhée avec une déshydratation, vous pouvez avoir les deux, ou alors vous avez une douleur abdominale et vous avez une somme qui est un 3. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous ne savez pas si c'est dû à une diarrhée ou une déshydratation avec, ou si c'est dû à la douleur abdominale. Ça peut être un 0,3 comme on a dans la table en dessus, ou un 3,0, ou tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, chacune de ces différents niveaux de l'utilisation de ce nombre, le 3, va vous donner d'autres interventions. Là, je vous ai listé. C'est clair que si vous avez de la douleur, vous allez me donner un antalgique. Vous n'avez pas besoin de donner quelque chose contre la déshydratation parce qu'il n'y en a pas. Et si vous avez seulement de la déshydratation mais pas de douleur, vous n'allez pas donner un antalgique. Donc en fait, ce 3 est possible à utiliser uniquement si vous mesurez la même chose, ce qui est rare. Donc en général, la plupart des score sheets sont basés sur des interventions générales qui ne vont pas vraiment aider l'animal. Elles doivent être précises pour un problème précis. La somme des scores, pour moi, elle sert à 2 choses. C'est une quantification de la contrainte totale. Ça vous donne un peu l'évaluation de qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce que je vais vers un mieux ou vers un moins bien? Et elle peut être utilisée comme un critère d'interruption, puisqu'elle vous donne une image totale de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, avec cet animal. Et vous pouvez me dire, là, je ne peux plus justifier d'utiliser un animal parce que la contrainte est plus élevée que ce que je peux utiliser comme justification pour mon expérience. Les interventions, but réduire la contrainte autant que possible, antalgique, des fluides, etc. Et puis aussi pour vous, essayer d'atteindre les critères d'interruption le plus tard possible. Si vous donnez un antalgique, il n'y a plus de douleur ou moins de douleur, donc vous pouvez continuer votre expérience. Vous n'avez pas besoin d'arriver au point où vous ne pouvez plus justifier cette contrainte. Alors, pour résumer tout ça, vraiment la première chose à faire, c'est de créer votre propre score sheet. Vous êtes les spécialistes dans votre domaine, c'est vous qui connaissez le mieux vos animaux, votre expérience. Ça va vous prendre quelques heures, mais honnêtement, c'est pour plusieurs années de travail et ça va vraiment vous simplifier la vie. Comme vous avez vu, j'ai formé avec ma collègue plus de 2000 personnes en 10 ans. Tous nous ont dit la même chose, ça simplifie vraiment ma vie. C'est facile à utiliser, c'est pratique, on sait exactement quoi faire.
mais il faut qu'il soit le plus simple possible et adapter les paramètres à votre expérience et à vos connaissances, au matériel que vous avez à disposition. Et pour terminer, je veux juste vous dire qu'il y a 2 jours, on a une publication qui est sortie, ça faisait quelques temps qu'on essayait de la sortir, elle a été acceptée, elle est sur là, elle est en open access, donc n'importe qui peut la télécharger. Et là, vous aurez un petit peu plus de détails sur ces 8 étapes pour faire un score sheet. Est-ce qu'on a encore 1-2 minutes? Je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais reprendre ce score sheet qu'on a vu avant. Je vais juste montrer, je vais aller un peu plus vite, comme ça permet de vous montrer les choses. Ce score sheet est plein d'erreurs. Il a été publié, il a été révisé par 2 personnes, et en plus, malgré ça, il a plus d'erreurs. Juste très rapidement, mesurer rythme cardiaque chez une souris, je suis vétérinaire, à part avec des appareils très poussés ou de la télémétrie, j'y arrive pas, c'est pas possible. Mesurer la prise d'eau avec le poids corporel, non, on fait pas ça. On mesure la prise de nourriture, mais pas la prise d'eau. Si vous allez sur la balance le matin, c'est pas pour voir combien vous avez bu le jour d'avant, mais c'est pour voir combien vous avez mangé le jour d'avant. Les termes comme General Lake ou Slide Changes, ça, c'est pas assez précis du tout. Et là, il y a encore une très grosse faute. Si vous regardez pour le poids corporel, une diminution de moins de 5% ou une diminution entre 0 et 15%. Si vous avez 4% de diminution, vous pouvez choisir un ou deux. Les deux sont justes, ce qui est une grosse faute. Et pour terminer la deuxième page ici, je vais aller sur vraiment ce que je préfère là-dedans. À partir de 5-9, comme vous voyez en fond de page, on vous dit, maintenant, vous pouvez commencer à travailler correctement. Désolé, je travaille correctement dès le début. Je ne vais pas attendre d'arriver à un 5. Je ne vois pas pourquoi on a mis ça. Et puis, consider analgésique. Alors, considérer l'utilisation éventuelle d'antalgiques ou arrêter une expérience. Non, je ne considère pas. Je dois le faire ou pas. Mon score sheet doit me dire s'il doit le faire ou pas. Il ne doit pas me dire, peut-être maintenant, il serait bien que tu y penses. Non, ça, ce n'est pas une réponse. Ça, c'est juste une question. Le score sheet n'est pas là pour vous poser des questions et pour vous donner des réponses. Voilà, ça, c'était la dernière page et je vous remercie pour votre attention.